Bonjour tout le monde! Alors, on est le 28 août, midi. Je suis là, comme prévu, tel que dit, pour le micro-enseignement coaching sur le sujet du couple. Alors, il y a environ une semaine et demie, je vous ai invité à déposer vos sujets pour du coaching, pour des enseignements. Je le faisais déjà pour l'intelligence émotionnelle du corps, puis j'ai ouvert l'idée pour des sujets plus généraux, là, de croissance personnelle qui nous touchent dans notre quotidien. Et vous avez été nombreux à déposer des idées. Donc, je vous remercie pour votre participation. Puis aujourd'hui, ben, j'ai choisi d'aborder le sujet du couple. Donc, je vais vous laisser doucement vous connecter. Il y a des gens qui sont là, qui arrivent. Bonjour, je vois Isabelle. Salut Isabelle, il y en a sûrement d'autres. Là. Ça se peut qu'il y ait un délai entre le moment où je vous lis puis le moment où vous êtes là, mais sachez que je vais vous lire. Bonjour Valérie, mon domaine. Isabelle Dupuis aussi, Isabelle Gagné, Valérie. Salut, salut. Alors, je vous laisse arriver. Je dis bonjour à tout le monde, puis à ceux qui regardent en rediffusion. Je vous invite à poser des questions durant l'enseignement ce midi. Si je suis en mesure d'y répondre en direct, je vais le faire. Sinon, je vais tout simplement répondre ensuite. Je prends toujours le temps d'aller vous lire, ça me fait plaisir. Alors, bon, évidemment, parler du couple, ça peut nous amener dans plusieurs angles différents. Il y a tellement d'orientations qu'on peut donner au sujet du couple. Alors aujourd'hui, je vais y aller un petit peu dans le flow de ce qui est là, puis selon vos réactions aussi. Et peut-être que je reviendrai sur le sujet parce que, comme je vous dis, c'est un sujet qui peut être abordé selon plusieurs angles différents. Alors, premièrement, mais c'est sûr que les gens qui sont préoccupés par le sujet du couple, où ils sont habituellement en couple, et il y a certains irritants, certaines difficultés qui sont là, qu'ils vivent, ou bien les gens sont carrément en désengagement, puis ils n'ont plus d'idées sur comment ils vont ramener le couple. Et pour d'autres, parfois, c'est le célibat qui est là dans leur vie et le couple est quand même un sujet qui les préoccupe parce qu'ils ont un désir d'être à deux. Alors, peu importe où je vais t'amener aujourd'hui avec l'enseignement, ben, je t'invite à plutôt t'observer dans ce que je vais t'amener, puis tu prends ce que tu as besoin en ce moment pour toi. Et déjà, si tu peux appliquer une chose que tu auras appris aujourd'hui, ben, c'est déjà ce pas-là de plus dans ta réalité. C'est la petite différence parce que pour transformer nos relations, transformer nos dynamiques de couple, il faut assurément changer des choses parfois dans nos comportements, notre communication. C'est une chose de comprendre les dynamiques, mais ensuite, il faut quand même ramener ça concrètement dans notre quotidien. Alors, moi, je dis toujours aux gens, c'est la loi des PPPP, donc le plus petit pas possible, plutôt que de tout essayer de changer, de transformer en une fois, mais de faire des micro-changements qui vont vous amener doucement vers quelque chose de plus satisfaisant, je le souhaite pour vous. Alors, voilà. Donc, premièrement, j'ai envie de vous dire, il existe ce qu'on appelle le cycle du changement. Ça, c'est pas dans le couple, là, c'est en général dans la vie. On a différentes phases qu'on peut traverser dans la vie, que ce soit la phase de lancement, la phase de déclin, la phase de marasme ou la phase de renouveau. Ça s'applique pour notre vie en général, mais ça peut s'appliquer aussi dans certaines sphères de notre vie à différents moments de notre vie. Comme le dit le mot, le lancement, la phase de lancement, c'est une phase où c'est tout beau. Alors, en couple, dans la phase de lancement, c'est la phase où on n'a plus besoin de boire ni de manger. C'est la phase où on est donc heureux. On vit d'eau fraîche et d'air et d'amour. Hein? Donc, cette phase-là, habituellement, la lune de miel qu'on appelle, c'est une phase où on ne voit pas encore les défauts de l'autre personne ou ses comportements, sa personnalité, certains comportements, mais certains tempéraments. Il y a des choses qu'on va découvrir au fil du temps. Puis dans la phase de lancement, ben, c'est une phase où on n'a pas encore accès à tout ça, puis c'est pas parce que la personne, elle est faunée ou qu'elle veut vous cacher des choses, mais c'est juste que ben, en début de relation, on se montre à notre meilleur jour, on est plus conciliant, on est souriant, on est plein d'hormones du bonheur. Donc, il y a tout ça qui est là. Et cette phase-là, évidemment, va durer plus ou moins longtemps pour chacun, selon votre histoire, selon avec qui vous êtes, selon aussi qui vous êtes. Alors, il y en a que ça prend quelques semaines et déjà, la lune de miel, elle est passée. Il y en a d'autres que c'est quelques mois. À vous de voir dans vos couples comment ça s'est passé. Alors, ensuite, après la phase de lancement, il y a ce qu'on appelle la phase de déclin. La phase de déclin, c'est la phase où il commence à avoir des irritants.
des petites choses qui nous dérangent, des trucs qui sont pas parfaites, des aspects à travailler, des choses qui vont nous faire douter, nous remettre en question, avoir envie de communiquer des choses. Bref, la phase de déclin, c'est une phase où il y a certains problèmes qui apparaissent et malheureusement, puis encore là, je mets un adjectif, j'aimerais mieux pas en mettre, mais bon, c'est le mot que j'utilise. Malheureusement, il y a des gens qui vont pas prendre ça au sérieux quand on tombe en phase de déclin et qui vont laisser les choses aller en se disant: «Ça va passer, je vais endurer, un jour il va comprendre, ça fait 1000 fois que je répète ça, je suis tannée de répéter, je répète plus, j'en parle plus, j'endure», tu sais? Mais ce qui arrive, c'est que dans cette phase-là, à un moment donné, si les irritants sont de plus en plus présents et qu'on n'aborde pas certains sujets ou qu'on n'est pas suffisamment dans l'autonomie affective pour assumer des aspects qui sont vraiment non négociables pour nous, éventuellement, on va visiter la phase de marasme. Et la phase de marasme, c'est la phase où on se désengage, c'est la phase des deuils aussi, c'est la phase où on n'y croit plus. C'est la phase où on peut carrément se séparer, jeter, jeter à bâbord tout le truc, alors que peut-être qu'il y aurait eu quelque chose à faire, peut-être qu'on n'a pas tout essayé, peut-être qu'on a essayé de se débrouiller avec ce qu'on avait comme connaissance, mais peut-être qu'on aurait pu aller chercher de l'aide. Et bref, si on passe par une phase de marasme qui est comme la fin d'une relation possiblement, il y a des gens qui se relèvent d'une phase de marasme, soit dit en passant, on peut très bien traverser ça en couple et renaître de ses cendres, mais ça reste que si un des deux partenaires est en marasme, il y a beaucoup plus de difficultés à ramener le bonheur dans le couple parce qu'il y en a un qui est désengagé. Et suite à cette phase de marasme-là, ben, il y aura une phase de renouveau qui peut être une nouvelle relation. Ou si on l'a traversé en couple et que la tempête est passée, ben, le renouveau peut être tout simplement une renaissance pour notre couple, une nouvelle façon d'être à deux, une nouvelle façon de vivre ensemble puis d'être bien. Donc, tout ça, c'est possible. Moi, je vous dirais, les gens qui se préoccupent de leur couple, qui viennent consulter en couple ou pour leur couple, ou que c'est le sujet avec leurs amis quand ils vont souper ou qui ont besoin de jaser, ils sont habituellement en phase de déclin. Et c'est la phase 2 après le lancement, là. Et cette phase-là, parfois, elle dure depuis des années si on ne s'est pas occupé des choses. Mais dans cette phase de déclin-là, la bonne nouvelle, c'est que vous avez la possibilité d'arranger les choses, d'améliorer, d'aborder les vrais sujets importants, parce que c'est une phase où vous êtes encore en relation à l'autre. Vous avez envie de cette relation-là. Tout va pas mal, là. Il y a des aspects qui irritent, il y a des éléments qui peuvent être dérangeants, mais il y a encore des choses qui vous attachent, qui vous rendent heureux avec cette personne-là. Vous voyez les qualités, les forces, vous voyez ce qu'il y a de beau dans ce couple-là. Mais il demeure que, oui, ça doit être adressé, selon moi, là, dans ma perspective en cheminement, en croissance personnelle. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui laisse les choses aller. Mais c'est sûr, moi, je vous invite à le faire, d'aller dans ce sujet-là si vous sentez que votre couple est en déclin. Puis, il ne faut pas oublier, la vie, ce n'est pas une ligne droite, là. C'est des montagnes, donc des fois, on a des creux de vagues, des fois, on a des hauts de vagues. Parfois, on peut être très, très longtemps dans quelque chose de super agréable, puis à un moment donné, il y a un défi qui se présente dans le couple. L'important, c'est de ne pas attendre et de s'occuper de chaque défi au moment où le défi se présente, parce que l'accumulation de défis, parfois, ça peut devenir des Everest, tu sais. Donc, moi, je vous invite vraiment à avoir assez confiance en vous, d'être dans votre autonomie affective, à avoir travaillé sur vos insécurités pour oser aborder les sujets et surtout vous tenir debout dans ce qui est important pour vous. Donc, ceci étant dit, vous n'avez pas tous les mêmes réalités. Est-ce que déjà, dans ce que je vous dis, ça vous parle? Y a-t-il des choses qui déjà éveille quelque chose? En tout cas, je peux vous lire en même temps. Je vois que vous êtes là à l'écoute. Donc, dans les sujets qu'on m'a demandé d'aborder, il y a une personne sur le groupe qui m'avait parlé de violence, de violence, disons, de communication difficile avec un conjoint. Je ne vais pas aller seulement là, mais je vais parler en général des tensions qu'on peut vivre à deux, puis surtout de l'importance d'aller quand même dans les communications. Alors, on me dit oui tellement, mais bon, merci. Alors, première chose, dans un monde idéal, on devrait vraiment se connaître avant d'être en relation à deux, mais c'est pas ça la vie. On apprend à se connaître à travers la vie. On apprend à se découvrir à travers les âges, même de soi à soi. Puis moi, je dis souvent aux gens, vous voudriez que l'autre vous devine, que l'autre vous comprend,
mais vous avez de la difficulté à vous comprendre vous-même puis à savoir ce que vous aimez, à quoi vous dites oui, à quoi vous dites non, c'est quoi vos valeurs, vos besoins. Alors, comment on pourrait exiger d'une autre personne de combler nos besoins ou de nous comprendre quand c'est même pas simple de le décrire soi-même si on n'a pas fait suffisamment de travail sur soi? C'est pas un reproche ici, c'est juste le constat de il faut arrêter de penser que l'autre est dans notre tête ou que l'autre devrait le savoir. Non, l'autre n'est pas un devin, un médium et il n'a pas à deviner ce qui est dans ta tête, même si. Puis je vais vous donner un exemple de ça. Moi, mon chum, puis là, je donne des exemples personnels, mais moi, je fais ça dans mes cours, je donne beaucoup d'exemples personnels. Mon chum, il sait que je l'utilise, je nous utilise parce que c'est des histoires vraies, tu sais. On est un couple qui va bien, généralement, dans la plupart du temps, puis on a eu nos trucs, on a eu nos épreuves, on les a travaillées. Alors, je considère que je suis dans un couple qui va bien, qui est sain. Malgré ça, des fois, il y a des irritants de part et d'autre, là, pas juste de mon côté. Puis, on va les aborder. Mais juste pour vous montrer un exemple banal là, du quotidien. Mon chum me dit rarement que je suis belle ou que je suis bien habillée ou bon. Et à un moment donné, ça a commencé à me déranger de ne pas avoir cette espèce de petite reconnaissance-là, mais je le sais qu'il me trouve belle, mais j'aurais besoin de l'entendre parfois, pas tout le temps, juste des fois, tu sais, la soirée où on s'habille, on se met belle, on a comme envie juste du wow, t'es belle, tu sais, ma femme. Puis juste le petit truc qui fait comme ah, c'est le fun, tu le vois, tu sais. Fait que je me rends compte qu'à un moment donné, je suis dans mon petit irritant à chaque fois de voir que c'est pas dit, c'est pas dit, c'est pas dit. Puis là, que je me dis, il va ben, finir par me dire à un moment donné que je suis belle, tu sais. Mais ça arrive pas, ça arrive pas. Puis là, à un moment donné, je me mets à lui dire, à lui, parce que je me dis, est-ce que je le fais moi? Donc, je me mets à le faire plus pour lui. T'es beau, c'est beau comment t'es habillé, t'es beau ce soir. Pas exagéré là, quand c'est vrai, quand je le sens, mais je le fais sur plusieurs semaines. Je vais m'en dire moi. Puis à un moment donné, je fais, ouais, et même si je le fais, ça revient pas, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je dis là, Steph, assume ta communication, qui est toi, tu as besoin d'entendre de sa part quand il te regarde, que parfois il te trouve belle, alors tu vas lui nommer, que tu as besoin qu'il le dise en mots. Fait que je lui ai partagé ça. Puis là, il me dit ben, je te le dis tout le temps. J'ai dit non, tu me dis jamais ça, tu sais. Mais pas jamais, mais tu me le dis pas vraiment souvent. Tu me l'as déjà dit plus que maintenant. Mais je dis non, tu me dis pas ça. Il dit ben oui, je te dis, tu as choisi ces vêtements-là, tu sais. Je dis oui, mais ça veut pas dire que je suis belle ou. Mais lui, dans sa tête, il me le disait. Fait que j'ai dit non, moi j'ai vraiment besoin de l'entendre, tu sais. Fait que c'est sûr, dans les jours suivants, il a fait des blagues, là, il se levait, il passait à côté de moi, t'es belle, mon amour. J'étais comme non, je veux que tu me le dises quand tu le sens, tu sais. Mais bref, c'est ce genre de petite communication-là, légère, là, on n'est pas dans des gros trucs. C'est quand même la base. Il faut se nommer à l'autre dans ce qu'on a besoin, nous. Et c'est tout, tu sais, parce que l'autre ne peut pas nous deviner, même si ça fait 20 ans qu'on est avec quelqu'un. Puis parfois, il y a des choses qui ne nous dérangeaient pas, qui se mettent à nous déranger un jour, ou des choses qu'on n'avait pas besoin, puis que tout d'un coup, on se met à avoir besoin. Donc, pensez vraiment, bien, rappelez-vous que l'autre ne vous devine pas, OK? Ça, c'est important. Ça vous parle dessus, ça. C'est un exemple, là. Puis voilà. En tout cas, je vais vous lire quand ça va apparaître. Il y a un petit délai. OK, ensuite de ça, là où je voulais vous amener, dans les sujets, on va dire un peu plus sérieux, OK, dans ce qui peut nous irriter en couple, les choses qui peuvent nous déranger. Je le disais, dans un monde idéal, on se connaîtrait avant d'être à deux, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi ça serait l'idéal de se connaître? Parce que si on se connaît profondément, avant de se mettre en relation, on va vraiment pouvoir être plus en conscience de est-ce que cette personne-là avec qui, en ce moment, je sens un petit boum-boum du cœur, ça c'est hein, les petits papillons, là, le sentiment là, de désir, d'amour, le petit sentiment là, qui donne beaucoup de joie et d'énergie. Là. Il y a des gens que juste parce qu'ils ressentent ça, ça veut dire que cette personne-là est faite pour lui. Mais c'est pas suffisant, ça. C'est pas ça qui va vous amener à être dans des relations de couple harmonieuses et satisfaisantes. Je comprends qu'il faut ressentir un petit quelque chose, c'est ce qui fait la différence entre l'ami et l'amoureux, mais ça ne devrait pas être votre seul critère. Et comme on vient parfois d'une histoire où il y a un peu d'insécurité affective dans notre champ, dans notre vie, dans notre façon d'être, il y a des gens pour qui ce sentiment-là va prendre le dessus sur tout et on va mettre de côté nos besoins, nos valeurs et on ne se posera pas tant la question sur est-ce que c'est la bonne relation pour nous. Je vais vous raconter, j'étais en relation avant mon conjoint avec qui je suis depuis 20 ans, dans une autre relation avec quelqu'un que j'ai profondément
été amoureuse et je l'ai su au jour 1 que c'était pas la bonne personne pour moi. Mais j'ai quand même été des années en relation avec cette personne-là parce que je l'aimais. Mais ça ne pouvait pas fonctionner pour un paquet de comportements qui me dérangeaient, de valeurs, et d'éléments déclencheurs et au jour 1, j'ai pas écouté la petite voix. Y en a-tu ici qui reconnaissent ça? Peut-être m'écrire dans les commentaires. Ça fait en sorte que j'ai vécu ces années-là dans des montagnes russes émotionnelles avec beaucoup de moments de joie aussi, puis de passion, mais des moments de tristesse, des moments d'impuissance. J'ai envie de dire même des moments de désespoir parce que je me suis rendue loin dans cette relation-là qui était clairement pas saine pour moi et qui a détruit des choses au niveau de mon estime et tout ça. Pas la personne, la relation dans laquelle je me suis gardée parce que j'étais responsable de rester là. Mais j'aimais la personne et j'étais pas suffisamment solide à l'époque. Là, je parle vraiment de la fin de mon adolescence, début vingtaine, pour comprendre qu'une relation ne pouvait pas juste se construire sur un sentiment de passion. Puis j'en ai payé le prix parce que être partie au jour 1 aurait probablement fait moins mal qu'être partie 4-5 ans plus tard. Mais c'est sûr, j'ai appris des choses là-dedans, j'ai appris des choses sur moi et ça m'a amené aujourd'hui à pouvoir partager aussi des histoires comme ça. OK? Alors, à partir du moment où on se connaît et qu'on a de l'autonomie affective, on peut déjà faire un tri dans à quoi je vais dire oui en relation, puis à quoi je vais dire non. Puis là, on n'est pas en train de dire que l'autre ne peut pas avoir de défauts, là. Pas du tout. Mais il y a des défauts avec lesquels on peut cohabiter, des tempéraments avec lesquels on peut être bien, malgré que le tempérament est dérangeant, au même titre qu'il y a des défauts sur lesquels on n'est pas capable de cohabiter et des tempéraments qu'on ne peut pas tolérer. Et ça, c'est pas pareil pour personne parce qu'on n'a pas la même histoire, on n'est pas fait de la même façon, on n'a pas les mêmes blessures ni les mêmes enjeux. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont certains défauts, puis pour vous, ça va être hey, c'est un défaut, mais c'est pas le fun, mais bon, je vis avec parce que ça, c'est son défaut. Puis il y a tellement de belles qualités, puis quelqu'un d'autre pourrait dire ce défaut-là, je pourrais jamais le sentir, je pourrais jamais le tolérer. Mais c'est de la connaissance de soi qui vous amène à déjà pouvoir identifier les défauts des gens avec qui vous êtes en relation et les tempéraments, parce qu'il y a des choses qui ne se changent pas. On peut, oui, travailler sur soi, mais il y a des trucs de fond, il y a des traits de personnalité qui sont là, il y a des tempéraments qui sont là à l'intérieur d'une personne et oui, un petit peu de modification, mais pas sur toutes ces choses-là. Les comportements se changent, des tempéraments, une personnalité, pas toujours et pas, vous ne ferez pas virer ça sur un 180 degrés. Alors, c'est important d'être conscient de ça parce que j'entends souvent, un jour, il va changer, il peut changer, apprendre, par exemple, à ramasser ses bas. C'est un comportement de t'aider dans les tâches ménagères. Mais si tu me dis qu'exemple, cette personne-là, elle a un tempérament un peu plus feu, impulsivité qui est là, mais ça peut faire partie de la personne et même si travaille sur ses émotions ou qu'il y a une gestion émotionnelle, dans le fin fond de ce qu'il est, ça fait partie de ses réactions. Alors, en début de relation, on observe ces choses-là quand la lune de miel, elle est passée, puis on devrait avoir la capacité à deux de se demander à un certain moment, bon, on se connaît maintenant depuis 1 an. Est-ce que mes défauts te conviennent? Est-ce que mon tempérament, ma personnalité, ma façon de réagir dans certaines choses, quand il y a des conflits, comment on règle ça? Est-ce que je te conviens? Est-ce que ça te va? Qui ferait ça? Tu sais, j'aimerais vous lire. Est-ce que vous faites ça en couple? Et si vous ne faites pas ça, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour le faire. Évidemment, il y en a qui vont me dire: «Oui, là, Stéphanie, c'est bien beau, tu nous parles de ça comme si on commençait une relation, mais ça fait 20 ans que je suis avec mon partenaire, ça fait 15 ans, on a passé le bout où on aurait pu faire ça». Je le sais dans le sens où les gens, quand ils viennent consulter, ils arrivent en phase de déclin, ils ont des irritants. Puis moi, je suis toujours très honnête, je leur dis toujours: «Il peut se passer différentes choses en consultation, en couple». Il peut se passer que vous allez réussir à ramener votre couple en lancement, donc dans une phase amoureuse, satisfaisant, augmenter la communication, améliorer votre relation, être plus dans le bonheur. Tout ça peut se passer. Il peut se passer aussi, vous allez voir clair sur pourquoi ça ne fonctionne pas, mais comme un des deux ou les deux ne veulent pas mettre l'effort, ça va rester comme c'est là. Donc, vous allez être dans une relation avec des insatisfactions jusqu'à la fin, puis aussi des moments, des jours heureux, parce qu'il y en a, des bonnes journées. Mais vous repartez avec ça et vous comprenez que si personne ne change rien là-dedans, bien, on reste au même stade, mais on comprend pourquoi on est là.
Et la troisième possibilité, c'est une séparation. Parce que ça arrive aussi quand un couple vient consulter et qu'il n'a jamais eu suffisamment de connaissance de soi pour voir si à deux, il y a quelque chose à bâtir ou même si ça a été bâti, à préserver. Ça se peut que au final, c'est une séparation, mais ça peut aussi être une séparation réussie où on reconnaît l'amour qu'il y a eu là-dedans, tout ce que cette relation-là nous a appris sur nous, ce qu'on a pu construire ensemble. On n'est pas obligé de tout détruire parce qu'on vit une rupture. On peut préserver ce qui a existé. Et ça aussi, ça s'apprend. Ça demande évidemment de la gestion émotionnelle, ça je vous le dis, puis ça demande que les deux veulent bien réussir leur séparation. Fait que ça, c'est des possibilités. OK? Là, aujourd'hui, on va être dans l'optimisme. On va parler d'une phase de déclin avec un couple qui a envie de travailler sur eux, que les deux partenaires ont envie de le faire et où il y a des solutions. Donc, on va aller là. Alors, une des premières choses que je vais faire avec le couple, c'est demander quels sont les irritants. Puis ça, vous pouvez le faire, hein? Vous pouvez le faire chacun de votre côté. Moi, j'appelle ça se donner des petits rendez-vous doux, là, vos petits rendez-vous à deux, même à travers une vie de famille où il y a des enfants dans la maison. Si vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas vous donner de pause à deux, parfois on peut se le donner à la maison, dans des espaces-temps où les enfants sont occupés ou après lorsqu'ils sont couchés, mais se donner vraiment un rendez-vous pour s'occuper du nous, hein? Ça se fait, ça. Et encore là, c'est un signe d'engagement quand les deux honore qu'il y a une période dans la semaine où on va être dans ce nous-là. C'est important parce que c'est pas vrai que parce qu'on cohabite puis qu'on se divise les tâches ménagères, les rôles, qu'on est en train d'investir le couple. OK? Donc, première chose à faire, avoir un rendez-vous où les deux, on est disponible et qu'on a envie de travailler ce couple-là. C'est le départ. Tu sais, si quelqu'un me dirait, oui, Stéphanie, tu me dis tout ça, mais la personne avec qui je suis, elle n'aura pas envie de faire ça, puis elle ne voudra pas réfléchir sur tout ça et bien là, tu as peut-être une piste de réponse sur est-ce que tu as envie d'être en relation avec une personne qui n'a pas envie de cheminer, alors que toi, tu en as le désir et le besoin, peut-être même la valeur. Et c'est ça aussi l'autonomie affective. Parfois, c'est de pouvoir dire au revoir si l'autre ne veut pas faire le chemin. Toujours dans l'idée que si toi, tu es malheureux. Hein, on parle toujours de j'ai un aspect qui est malheureux en moi dans cette relation-là. Puis, je vous répète, il n'y a pas de relation parfaite, là. Il n'y a pas de relation où c'est des jours heureux tous les jours et qu'il n'y a aucun défi. Oubliez ça, là. C'est pas de ça dont on parle. Mais on devrait, à deux, si on a un bon team et que chacun travaille consciemment le couple et sa relation à soi, on devrait être une grosse majorité du temps heureux. Une grosse majorité du temps. Donc, les irritants devraient être occasionnels. OK? Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi observer dans votre couple présentement. Alors, à partir du moment où on a nos petits rendez-vous à deux, un des exercices que je pourrais vous inviter à faire, c'est de d'abord venir nommer, puis parce que c'est quand même sensible de rentrer dans les irritants et tout ça, de peut-être venir nommer à l'autre tout ce que vous aimez, tout ce qui vous inspire chez l'autre, tout ce qu'il fait de bien, tout ce que vous voyez en l'autre qui vous donne envie d'être avec lui, là où vous l'admirez. On a besoin d'être, puis pas admiré dans le sens piédestal, mais on a besoin d'être admiré par la personne qui est en relation à nous. Pensez à ce concept-là de ce que je vous dis là, de regarder la personne avec qui on est, puis de vraiment le regarder avec un regard d'admiration pour ce qu'il est, ce qu'il fait, peu importe à quel niveau il fait ce qu'il fait. Il y en a, ça va être dans leur rôle de père qu'ils vont admirer, il y en a d'autres, ça va être dans leur rôle d'être capable de bien aider dans la maison. Je suis en train de vous perdre pour je ne sais pas quelle raison. Je vais juste attendre que ça revienne. OK, c'est revenu. Il y a eu une petite déconnexion, je m'excuse, restez là. Alors, c'est ça. Alors, d'admirer une personne, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et évidemment, est-ce que c'est là pour vous? Est-ce que l'autre fait des choses qui vous inspirent? Et vous savez, en couple, on choisit une personne, c'est souvent très inconscient tout ça, mais on choisit une personne qui a des aspects que nous, on a à travailler, qui incarne des aspects que nous, on n'a pas encore l'aptitude ou le talent pour être là-dedans, alors que l'autre l'a. Et finalement, on est des co-enseignants en couple. Puis je vais vous donner un exemple de ça. Moi, je me souviens, quand j'ai rencontré mon conjoint, mon chum, un des aspects que j'admirais chez lui, c'était sa capacité d'affirmation de soi.
il n'avait pas peur de se nommer, il n'avait pas peur d'émettre ses opinions. Il pouvait même avoir la grosse voix quand il était fâché. Puis, il se faisait respecter dans ses idées. Et si jamais ses idées déclenchaient une autre personne, il était vraiment capable de bien gérer le fait qu'il allait déplaire ou ne pas être aimé. Il n'avait pas besoin d'être agréable tout le temps. Et donc, il y avait une capacité d'affirmation. Moi, c'est ce que j'ai travaillé toute ma vie. C'est vraiment mieux aujourd'hui parce que j'ai cheminé là-dedans, mais dans mon enfance, adolescence, ma jeune vie d'adulte, l'affirmation de soi, là, vraiment, c'était pas du tout acquis là encore. Et moi, d'abord, j'ai un haut taux d'agréabilité, ce qui fait que j'aime que les gens se sentent bien. Dans mes insécurités affectives, je pourrais vouloir éviter du conflit. Tu sais, ça fait partie de ce que je dois avoir dans mes dynamiques parce que ça pourrait me faire éviter des choses. Alors, cet homme-là que j'ai choisi, je l'admirais pour sa capacité d'admiration, pour sa capacité d'affirmation. Jusqu'au jour où il s'est affirmé avec moi dans un irritant. Et ce jour-là, j'ai fait, oh là là, comment je vais faire, moi, pour venir me nommer quand lui, il est si assumé, si fort et que moi, j'ai de la difficulté à communiquer. Là, on recule dans le temps, là, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Mais il était mon co-enseignant parce qu'il était là pour me faire voir ce que j'avais à développer en moi. OK? Alors un jour, ben, je lui ai nommé que ça, c'était difficile pour moi, que j'avais besoin de son aide pour arriver à m'affirmer avec lui. Donc, je lui demandais de baisser le ton, d'être plus calme pour me parler parce que j'avais à développer ma capacité à le faire sans avoir peur pour un paquet de raisons de mon histoire à moi, de mon enfance, de mes histoires avec certaines personnes en particulier, qui fait que si un ton de voix était trop haut, j'écrasais, je me soumettais, j'avais de la difficulté à parler. Fait que je lui ai parlé de ça pour qu'il puisse m'aider à mieux me nommer. Et il est devenu un co-enseignant sans le savoir. Et inversement, moi, je suis venue lui apprendre à être plus proche de sa vulnérabilité, sa douceur, ses émotions. C'est sûr qu'il y avait déjà tout ça en lui, mais avec moi, il y avait cette permission-là d'aller là et de ne pas juste être dans le soi fort. Alors, la journée où il a compris que je lui co-enseignais ça, bien, on devient un couple en conscience. Alors, moi, là, j'aimerais vraiment vous entendre, vous lire sur est-ce que vous avez identifié dans votre couple ce que vous êtes venu vous co-enseigner? Parce que quand on comprend que l'autre nous enseigne quelque chose, sans le savoir, c'est dans moi j'appelle ça, c'est dans l'énergie inconsciente du couple au niveau des âmes, OK, pour ceux qui aiment l'aspect spirituel. Ça change notre relation à ce qui pourrait être un comportement qui nous dérange. Parce que parfois, l'irritant qu'on retrouve chez le partenaire, dans l'irritant, il y a quelque chose qu'on doit voir sur nous si on tourne le miroir. OK? Alors, je vous dis ça, puis je vous laisse réfléchir à ça. Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez entendu, mon chien a fait le saut. Alors, ça, c'est un élément de réflexion et qui peut déjà vous amener dans des beaux sujets de conversation. Je vous lis en même temps. Merci d'écrire, c'est vraiment intéressant. OK. Ensuite de ça, à partir du moment où, bon, on vient à notre petit moment rencontre, lune de miel hebdomadaire avec votre blonde, votre chum, avec la personne avec qui vous êtes en relation. Et comme je vous dis, vous nommez tout ce qu'il y a de bon, ses talents, ce que vous admirez en lui. Et là, à un moment donné, ben, il faut amener les irritants. OK? Les irritants, c'est pas du jugement, c'est pas de la critique, c'est pas de la dévalorisation. C'est vraiment de venir vous nommer en termes de voici des faits. Puis là, je vais vous ramener dans la CNV, la communication non violente, OK? Donc, c'est quoi le fait? Donc, quel est le comportement du partenaire qui vous dérange? OK? Qu'est-ce que ça vous fait vivre à vous comme émotion? Quel est votre besoin? Puis quelle est votre demande? OK? Donc, si par exemple, votre conjoint, votre partenaire ne se ramasse pas dans la maison, vous n'irez pas lui dire t'es traîneux. C'est un jugement. Là, vous pourrez me dire, ben c'est vrai qu'il est traîneux, je comprends, mais vous n'irez pas loin avec une communication où il y a une attaque. L'autre va se fermer, son hug va sortir, il va vouloir vous manger à son tour, on va rentrer dans des mécanismes défensifs, puis ça ne donnera rien de bon. OK? Alors, c'est de trouver vraiment la façon de nommer le fait. Alors, si par exemple, il est traîneux, on se dit ça dans notre tête, c'est vraiment de venir nommer. Écoute, aujourd'hui ou depuis tant de temps, j'observe que quand j'arrive dans la salle de bain, la serviette n'est pas accrochée. Tout à l'heure, tu t'es fait à manger, la vaisselle est restée sur l'évier. Il n'y a pas de jugement, c'est un fait, c'est là, c'est sur l'évier, la serviette n'est pas accrochée. OK? Je me sens comment? Ça me fait ressentir quoi, ça? Je me sens en colère, je suis fatiguée, j'ai beaucoup de choses, moi aussi, à ramasser dans la maison pour que ça soit quand même viable. On a des enfants, tout le monde ne se ramasse pas tout le temps.
je suis fatiguée, puis c'est l'émotion de colère qui apparaît quand j'observe qu'il y a des choses qui sont là et que je vais devoir, moi, m'en occuper pour que la maison soit en ordre, par exemple. J'ai besoin de ta collaboration, j'ai besoin de sentir qu'on est des partenaires dans le maintien de la maison. Est-ce que tu pourrais porter attention à certaines choses qu'on pourrait voir ensemble comme étant pour moi importants? Par exemple, vous pourriez dire, ben, dans ton propre garde-robe, que ça traîne partout, je vais m'y faire, je ferme la porte, puis je m'en mêle pas. Mais dans les heures communes, est-ce que, oui, quand on finit de manger, est-ce que dans l'heure qui suit, tu pourrais avoir lavé ta vaisselle et l'avoir mis à sécher, s'il te plaît, quand tu prends ta douche, est-ce que tu pourrais juste raccrocher la serviette pour le prochain qui va arriver pour que ça soit sec? Alors, ça, c'est une CNV. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de jugement, il y a votre émotion, il y a votre besoin, puis il y a votre demande. OK? C'est un exemple, là, OK? Moi, je vous invite cette semaine, avec ce micro-coaching-là, à identifier quelques irritants, mais encore là, quand vous allez avoir votre conversation avec le partenaire sur les irritants, c'est pas de faire une liste non plus de trucs interminables pour que l'autre se sente complètement en contraction puis qu'il ait le goût de vous sauter d'en face. T'sais. Il faut y aller avec les majeurs. Puis en couple, en couple, il faut aussi apprendre à s'adapter à l'autre. Hein. On l'a dit, l'autre n'est pas parfait, puis nous non plus. C'est vraiment de prendre, c'est quoi les irritants majeurs? Les petits irritants, là, on vit avec le tempérament, les petits travers de l'autre, ses défauts. Il y a des choses qui ne se changent pas. On ne met pas d'accent là-dessus. On respire dans le fait que cette personne-là, elle est comme ça. Vos irritants que vous allez amener en conversation, c'est des choses qui peuvent se changer, que l'autre doit conscientiser parce que c'est important pour vous. Puis, sachez, l'autre aurait le droit aussi de dire, tu sais, Stéphanie, par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné, pour moi, ça n'a aucune importance que la serviette soit accrochée ou que la vaisselle soit lavée maintenant. L'autre aurait le droit de me dire que dans sa carte du monde à lui, c'est pas important. Mais là, il faudrait aller voir au niveau des valeurs, OK, est-ce qu'on peut être un couple qui cohabite? Si moi, je suis une freak du ménage puis que je me sens pas bien dans une maison en bordel et que, par exemple, je suis avec quelqu'un que c'est tout le contraire, il va bien quand tout traîne partout, on va avoir un problème parce que c'est pas par manque d'amour, mais c'est que pour l'autre, ce n'est zéro important. Alors, quand les conversations sont ouvertes, c'est d'aller voir est-ce que là où il y a des irritants, il y a une possibilité de solution ou pour l'autre, c'est vraiment pas une valeur, c'est pas un besoin, c'est pas dans ses priorités de vie, ce qui fait qu'il le fera pas. Et si l'autre ne le fait pas, dans ce qui est vraiment non négociable pour vous, ça va arriver qu'il va y avoir des séparations. Là, je ne suis pas en train de dire qu'on se sépare pour une serviette de bain. Ce que je veux vous faire voir ici, c'est qu'il peut arriver dans les communications et ce qu'on va relever comme problématique qu'il n'y a pas de solution parce que vous êtes très différents. Et finalement, quand un va être content, c'est l'autre qui va être pas bien. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique là? J'aimerais ça vous lire. S'il y en a qui peuvent me dire que vous comprenez ce que je dis, puis d'être capable d'amener ça dans vos propres exemples respectifs. OK? Alors, je répète là, quand on a un irritant, oui, merci. Quand on a un irritant, c'est vraiment de se demander est-ce que cet irritant-là est un non négociable dans ma vie? Est-ce que cet irritant-là fait partie de mes valeurs, ce qui fait que je vais l'amener en conversation, en discussion pour qu'on puisse trouver une solution à deux? Parce que si on ne règle pas ça, je serai malheureuse toute ma vie. Ça ne fonctionnera pas, je vais être toujours dans quelque chose qui ne me convient pas. Mais si l'irritant, c'est du type, ben, c'est pas le fun, mais bon, on a d'autres choses à s'occuper de plus important, ça touche pas à mes valeurs, c'est pas ça qui va faire qu'à la fin de ma vie, je vais me dire, mon Dieu, j'ai perdu des années avec quelqu'un qui ne me convenait pas. Alors, juste avant d'aller en conversation, en communication, vous demandez de vous à vous, est-ce que l'élément que vous voulez amener est vraiment important et non négociable dans votre vie? Et n'oubliez pas que votre partenaire va aussi avoir des choses à vous dire, hein, parce que c'est pas juste vous qui arrivez avec des éléments de travail. Si vous voulez améliorer le couple, il faut aussi être prêt à entendre ce que l'autre a à vous dire dans sa carte du monde à lui, dans sa façon de vivre les choses, dans ce qu'il est. Parce que l'autre a aussi des émotions différentes, des besoins différents, des valeurs similaires ou différentes. Puis ensuite, c'est est-ce que le couple est prêt à venir se rejoindre quelque part à travers ça? Alors, voilà pour aujourd'hui. C'était un petit bout d'enseignement. J'aimerais ça savoir avec quoi vous repartez. Je résume, là, on a abordé le cycle du changement, donc les phases dans lesquelles on est, par exemple en couple. Est-ce que vous êtes dans une phase de lancement, de déclin, de marasme ou de renouveau? Ne pas oublier qu'on peut se promener d'une phase à l'autre, que lorsqu'on est en déclin, c'est un bon endroit pour
se mettre à travailler son couple. Le déclin étant, il y a des irritants, il y a des problèmes, il y a des choses qui ne me conviennent pas, mais j'ai encore espoir, j'ai encore de l'amour, j'ai encore envie. Marasme, il y en a un des deux qui est détaché habituellement. Si les deux le sont, on n'arrivera pas à sauver le couple. Si un des deux est détaché et désengagé, ça se peut que ça revienne, ça se peut que ça ne revienne pas, on est rendu loin. Vous êtes où? Ensuite de ça, je vous ai apporté des sujets comme qu'est-ce que l'autre est venu vous enseigner, parce que vous vous co-enseignez sur des aspects que vous n'avez pas, mais que l'autre a. Ça, c'est un autre aspect important. Et reconnaître les forces, les talents, ce que vous admirez chez l'autre pour le mettre en valeur avant d'avoir des conversations qui vont être un petit peu plus délicates et choisir les éléments vraiment importants qui vont vraiment changer votre rapport à l'autre si vous réglez ces choses-là. Puis ça ne peut pas être tout, OK? Si jamais les problématiques sont vraiment au niveau de la personnalité, du tempérament, bien là, j'ai envie de vous dire, peut-être revoir vos relations parce que ça, c'est des fondements de qui on est, OK? Même titre, les valeurs, c'est quelque chose qui peut bouger dans la vie, mais c'est pas quelque chose qu'on décide. Dans une valeur, on la ressent. Alors, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est dans des valeurs vraiment différentes, vous ne pourrez pas lui dire, je t'en prie, elle a les mêmes valeurs que moi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut voir s'il y a vraiment un match possible dans vos valeurs, OK? Et ensuite, d'utiliser la CNV, la communication non violente. Donc, c'est quoi le fait? Sans jugement, sans critique, sans dévalorisation, OK? Quel est le fait? Je me sens comment mon émotion? J'ai besoin de quoi? Et quelle est ma demande à l'autre? Et ne pas oublier que l'autre a le droit d'entendre, de vous écouter, de reconnaître votre besoin, votre émotion, mais pourrait vous dire quand même, je ne répondrai pas à ton besoin. Parce que répondre à ton besoin voudrait dire que moi, je ne réponds plus aux miens, à mes valeurs. Et là, il faut voir si l'élément qu'on est en train d'avoir en conversation est un élément clé du couple ou si on va aller en séparation un jour parce que finalement, il n'y aura pas de solution possible. OK? Alors, évidemment, ben, je vous invite à réfléchir à tout ça, à pratiquer vos communications, à oser les conversations, puis aussi à vous poser avec vous-même avant d'avoir les conversations. Même s'il y a des conversations qui dérapent, on peut toujours revenir lorsqu'on est calme. On peut mettre un time-out à une conversation parce que les émotions viennent d'embarquer, les hulks de chacun ont sorti, on est dans des mécanismes de défense, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a été pas super bien nommé. On est mieux à ce moment-là de faire « Hey, on s'arrête ici, on va reprendre ça quand on va être calme. » Parce que là, ça dérape, puis on ne fera rien de bien avec ça. Quand on est dans des moments de couple, votre moment là, que vous allez avoir déterminé à chaque semaine, à votre besoin, vraiment important que ce moment-là soit sacré. Placez l'espace, créez une ambiance qui démontre que c'est important pour vous. OK? Peu importe ce que c'est pour vous puis comment vous le faites, mais puis assurez-vous que quand l'autre parle, vous vous taisez, vous ne pensez pas à votre réponse, vous n'êtes pas en train de le couper, vous n'êtes pas en train d'argumenter, vous n'êtes pas en train de lui dire non, non, mais tu ne comprends pas, c'était pas ça. Vous le laissez aller au bout. C'est quoi le bout? C'est quand il arrête de parler. C'est quand il prend une respiration, là. Quand il fait comme il a tout dit. Là, c'est votre tour. Je m'excuse, j'ai une mouche. Là, c'est votre tour, OK? Et quand c'est votre tour, vous demandez à l'autre d'être dans ce même silence-là, même si à un moment donné, ça déclenche quelque chose, il a envie de vous couper, il a envie d'argumenter, il a envie de vous dire non, non, c'est pas ça. Il doit attendre que vous alliez au bout de votre idée. Si vous pouvez avoir un respect du silence quand l'autre parle, vous allez tellement améliorer vos communications. Puis ça, c'est difficile parfois parce qu'on a l'enjeu des émotions. Puis là, il y a quelque chose qui est dit qui nous déclenche. On voudrait répondre tout de suite. Faites pas ça et placez-vous dans l'énergie du cœur. Placez votre intention. C'est quoi l'intention avant la communication? C'est de retrouver une connexion, de rétablir un lien, de rétablir une dynamique saine. Placez ça dans l'intention, puis ça va vous garder beaucoup plus dans l'énergie du cœur plutôt que dans l'énergie de la tête, à vouloir argumenter ou avoir raison. Et ça va vous aider à garder le silence par respect et amour pour celui qui s'affirme à ce moment-là devant vous. Ça, c'est une suggestion, vous en faites ce que vous voulez. Puis vous pouvez vous donner comme un petit signe à vous deux que si l'autre vous coupe, au lieu de faire là, tu viens de me couper, de juste. C'est niaiseux, ça pourrait être une petite musique, là, un petit fiou-fiou, n'importe quoi, une petite plume, un petit truc dans son visage qui rappelle que tu es en train de me couper, quelque chose de doux, qui n'est pas agressant pour rappeler à l'autre, tais-toi, je suis encore en train de parler, mais sans que ce soit violent, agressif, critiqué, fait de sorte, fait comme une critique, tu sais. Je vous dirais, c'est tellement délicat quand on aborde des sujets difficiles que facilement l'autre pourrait tomber en défensive. Donc, c'est comme s'il faut être gardien du sacré du couple. Il y a quelque chose de tellement sacré dans le couple. Donc, voilà.
Alors, je pense que j'ai résumé. C'était notre dîner, micro-coaching, enseignement couple. J'aimerais ça vous lire sur vous repartez avec quoi? Qu'est-ce que vous retenez ce midi sur l'enseignement? Et parmi tout ce que j'ai enseigné, est-ce qu'il y a un élément que vous avez envie de ramener dans votre couple, que vous avez envie de partager à votre partenaire ou peut-être réfléchir pour vous-même? Puis ce serait quoi? Voilà. Puis moi, j'irai vous lire, répondre aux commentaires et puis voilà. Donc, merci d'avoir été là avec moi. On était une vingtaine de personnes. C'est vraiment le fun. Puis ceux qui regarderont en rediffusion, vous pourrez mettre vos commentaires. Je vais vous lire, peu importe à quel moment vous verrez cette vidéo-là. Fait que voilà, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, puis prenez soin de votre couple. Bye bye tout le monde.